Dans notre série des WrestleMania, on a pour l'instant vu plein de choses différentes. Des shows souvent pas à la hauteur des attentes parce que la formule était en train de se mettre en place, un spectacle souvent trop centré sur les célébrités, des cartes trop remplies avec des matchs trop courts et peu importants, mais malgré tout ça quand même quelques pépites cachées qui se glissent ici et là pour tout de même relever le niveau et aider WrestleMania à se construire. Aujourd'hui on arrive au 8e WrestleMania de l'histoire, celui qui introduit officiellement une nouvelle ère après WrestleMania 7 qui présentait déjà de bonnes choses, et il est donc l'heure de revenir ensemble sur un WrestleMania très cool qui se rapproche enfin de la formule qu'on connaît aujourd'hui. Il est l'heure de revenir ensemble sur WrestleMania 8. Déjà on sent une énorme différence avec les WrestleMania précédents dans la présentation. On est là dans un stade géant qui se rapproche de celui qu'on a vu à WrestleMania 3, qui était d'ailleurs un show très cool. On nous vend d'entrée de jeu un double main event avec Ric Flair contre Randy Savage et Sid Justice contre Hulk Hogan, on reviendra d'ailleurs dessus. On nous annonce en plus des matchs de championnat en tout genre, bref, on sait que la WWF veut désormais vendre WrestleMania comme le plus grand événement de catch de l'année pour l'entreprise, et non plus comme un simple spectacle visant à mettre la WWF en avant auprès de nouveaux fans. Justement, pour prouver ça, on ouvre le show avec un match simple opposant El Matador, non pas celui-là, oui voilà, c'est Tito Santana avec une gimmick différente en fait, et franchement ça fait du bien de le voir d'entrée de jeu parce que même si on connaît son talent, il n'avait pas eu l'occasion de le montrer l'année précédente avec une défaite rapide et plutôt décevante. Mais bon, Tito Santana c'est pas la star de ce match évidemment, puisqu'il est l'heure d'accueillir son adversaire du soir qui est nul autre que Shawn Michaels. À ce moment-là, Shawn Michaels est petit à petit en train d'exploser en solo, il a trahi Marty Jannetty 3 mois plus tôt en début d'année, et il a depuis fait qu'enchaîner les victoires dans divers shows, débarquant à WrestleMania avec une version différente de son thème d'entrée qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'à l'époque, c'est pas encore lui le chanteur, mais c'est une femme. Pour autant, on voit là un Michaels totalement différent dans l'attitude de celui qu'on a vu auparavant, et on voit déjà le potentiel de star qui était quand même moins flagrant quand il était en équipe avec Marty Jannetty, et il débarque à WrestleMania accompagné par Sensational Sherry pour affronter El Matador dans son premier match solo sur la plus grande scène du monde. Évidemment, c'est un très bon choix pour ouvrir la soirée, et même si la première partie du match est franchement un petit peu lente, on a ensuite du bon catch avec un Shawn Michaels toujours aussi bon pour vendre les prises et jouer avec le public. Mais malgré tout ça, on a selon moi quand même de trop longs moments de pause. En plus, c'est plutôt étonnant parce qu'on pourrait s'attendre à ce travail de la part de Shawn Michaels, parce que c'est lui le heel du match, mais finalement, c'est plutôt Santana qui impose un rythme lent et il faudra attendre que Michaels reprenne le dessus pour qu'on voit quelques beaux enchaînements. Malgré ça, c'est toujours évidemment très propre, et les retours de Santana sont bien accueillis par la foule, mais finalement, Shawn Michaels profite des cordes pour faire chuter son adversaire, et alors que Santana préparait un écrasement, il se retrouve couvert par Michaels qui remporte le match, obtenant alors sa première victoire en solo sur la plus grande scène du monde. On a donc un match d'ouverture cool en soi, même si à mon sens on aurait pu s'attendre à mieux, mais au moins l'objectif est atteint, Shawn Michaels s'en sort et embrasse toujours autant son côté heel, et ça fait vraiment plaisir, surtout que quand on connaît son avenir, on voit qu'ils ont bien fait de miser sur lui. Il va donc être temps déjà de passer au match suivant, mais d'abord on a le droit à une promo de Paul Ellering avec les Legion of Doom, et je trouve ça personnellement très cool de faire la promo directement dans l'arène parce que ça permet d'avoir immédiatement le retour du public plutôt que quand ils font les promos dans les vestiaires. Mais en réalité, cette promo est la seule à avoir lieu dans l'arène ce soir, et après avoir annoncé qu'ils vont à nouveau récupérer les titres par équipe, les Legion of Doom quittent l'arène et on ne les verra pas ce soir dans un match puisqu'il me semble que l'un des deux est blessé. Et il est donc l'heure d'entendre un autre homme qui pour le coup lui a bien un match ce soir et un match très important, Jake Roberts. Ce soir, Roberts est le deuxième adversaire de l'Undertaker à WrestleMania et le Deadman a bien évolué depuis sa première apparition, gagnant encore plus en crédibilité et face à Jake Roberts, il avait une vraie rivalité qui franchement semblait intéressante. Roberts fait donc son entrée après cette promo très cool et il est rejoint par l'Undertaker qui est cette fois-ci ovationné puisque les fans ont petit à petit appris à le connaître et à apprécier son personnage sombre, et il est l'heure pour le Deadman de faire sa deuxième apparition à WrestleMania. Évidemment, vous l'imaginez bien, les matchs de l'Undertaker à l'époque c'est loin d'être les meilleurs, mais c'est pas ça qui compte puisqu'on est tous là pour profiter de sa mystique et c'est bien ce qui va se passer ce soir. Il ne vend toujours pas les offenses de son adversaire et il se déplace très lentement dans le ring, dominant Roberts malgré les attaques de celui-ci et l'étranglant à plusieurs reprises, augmentant le rythme soudainement avec déjà sa corde à linge à la volée, avant de se faire surprendre de nulle part par le DDT de Jake Roberts. À ce moment du match, Roberts célèbre déjà sa victoire, mais les fans de l'Undertaker aujourd'hui savent très bien ce qui attend le Snake, puisque le Deadman se relève avec son classique sit-up pour la première fois à WrestleMania si je ne me trompe pas, et il réitère l'exploit après un second DDT de Jake Roberts qui était ensuite parti voler l'urne de Paul Bearer, mais qui subit alors un tombstone à l'extérieur du ring avant de subir le compte de 3 du Deadman, et l'Undertaker obtient alors sa deuxième victoire à WrestleMania. Honnêtement, le match est pas incroyable, mais je l'ai quand même personnellement trouvé plus cool que celui de Snuka à WrestleMania 7, et historiquement parlant, c'est toujours sympa de voir les premiers matchs de l'Undertaker à WrestleMania, donc ça fait quand même plaisir. En revanche, s'il y a bien un endroit où on risque de voir du bon catch ce soir, c'est pour le match qui nous est présenté juste après, puisqu'on retrouve Roddy Piper, le champion intercontinental, qui avait fait une apparition peu remarquable l'année précédente en tant que manager de Virgil, mais qui s'était clairement bien repris depuis et qui avait récupéré cette ceinture lors du Rumble 92.
Ce soir, face à lui, on retrouve nul autre que l'un des meilleurs au monde, Bret Hart, qu'on accueille justement après cet échange très cool dans les vestiaires. Et désormais totalement en solo, le Hitman est ultra populaire auprès des fans et semble alors s'orienter vers les sommets. En réalité, on le sait à l'époque, le titre intercontinental c'est un véritable tremplin vers le titre mondial et on ne peut s'attendre qu'à un solide affrontement entre ces deux excellents catcheurs. Vous vous en doutez, le match sera totalement à la hauteur des attentes et là on a vraiment ce qui fait l'essence de WrestleMania pour moi. Deux catcheurs ultra talentueux qui sont tous les deux plutôt appréciés par les fans pour leur talent et qui vont se donner corps et âme pour un titre ultra prestigieux et honnêtement c'est excellent à regarder. On sent qu'on entre dans une nouvelle ère avec un style de catch bien plus rapide et la montée de la nouvelle génération avec Bret Hart dans ce match mais aussi Shawn Michaels dans le match d'ouverture et franchement on a là un match d'une immense qualité. Bret va rapidement se faire ouvrir le crâne de manière surprenante parce que c'était interdit à l'époque, mais finalement ça ne fait qu'ajouter de l'intensité à l'affrontement parce qu'on a vraiment la sensation que ces deux catcheurs sont prêts à se tuer pour cette ceinture. On a une longue domination de Roddy Piper qui est tout de même bien applaudie par les fans alors qu'il utilise des stratégies douteuses, mais évidemment il n'est pas autant soutenu que Bret qui lui est ovationné à chacun de ses retours. Justement, Bret va faire chuter Roddy du haut de la 3ème corde et il combine très bien après ça pour garder le dessus. Et le charisme de Bret avec le visage en sang, ça rend cette deuxième partie du match tellement cool. Et je trouve personnellement que ça ajoute énormément d'intensité, surtout quand les deux hommes échangent des coups d'avant-bras à genoux au centre du ring. Franchement, quand j'ai vu la carte, je m'attendais évidemment à un match très cool, mais là on a véritablement un match de main event qui est placé en 3ème sur la carte, avec en plus de la psychologie puisqu'on a un ref bump, c'est-à-dire que l'arbitre prend un coup et se retrouve au sol, ce qui permet à Piper de se saisir de la cloche pour essayer de l'exploser sur le crâne de Bret, mais dans un moment vraiment cool, le champion réalise que les fans sont en train de vivre un très bon match et qu'ils ne veulent pas le voir se terminer comme ça, et il jette alors l'objet à l'extérieur pour essayer d'en finir avec une prise du sommeil, mais il se retrouve surpris par un tombé de Bret Hart qui remporte alors le match par surprise et le titre intercontinental par la même occasion. Vraiment, ce match est à voir. Non seulement l'action dans le ring est très cool, mais l'histoire racontée l'est d'autant plus avec Piper qui décide de jouer dans les règles de l'art et qui en paye le prix fort, perdant alors son premier et seul titre intercontinental sur la plus grande scène du monde, et franchement j'ai juste à dire bravo. En plus de tout ça, si ça suffisait pas, on a un passage de flambeau à la fin avec Roddy Piper qui tend sa ceinture à Bret Hart et qui célèbre avec lui, franchement y a rien à dire, c'est juste formidable. Bon après ça on pourrait passer directement à la suite, mais bon visiblement la WWF veut d'abord nous expliquer que Lex Luger est le plus musclé du monde, du coup il nous sort un petit flex en direct de chez lui, et cette fois-ci, on peut enchaîner. On a d'abord des petites promos pour introduire le match suivant, qui est un 4 contre 4 avec Jim Duggan, le Big Boss Man, Virgil et le Sergeant Slaughter, qui, vous le voyez, a bien chuté depuis le WrestleMania précédent, et les 4 hommes font face aux Nasty Boys avec le Mountie et le Repo Man. Et là, j'imagine, vous vous demandez tous, qui est le Repo Man? Ça doit être un catcheur random qui a fait quelques apparitions et qui est plutôt comique, et bah c'est Smash de Demolition, voilà. Oui, les mêmes Demolition qui ont chopé les titres par équipe il y a quelques années à WrestleMania. Oui bah écoutez, pourquoi pas, il peut très bien changer de gimmick, tant pis, allons-y. Oui, bon, en fait, allons-y, non, n'y allons pas, parce que les promos sont catastrophiques et Jim Duggan annonce qu'on ne verra pas du catch mais on verra de la bagarre et disons que j'étais pas très hypé. En l'occurrence j'ai pas du tout eu tort parce que c'est clairement le match comique pour faire une petite pause entre le match précédent et le banger à suivre. Du coup non c'est pas horrible mais voilà ça reste un segment de pause, du coup il y a des jeux avec le public et c'est finalement Virgil qui esquive une attaque avec Trish des Nasty Boys et qui arrive à couvrir Brian Knobbs pour la victoire. Bref c'est globalement un petit moment agréable pour la foule sur place mais rien d'intéressant quand on le regarde aujourd'hui. En l'occurrence pour revenir sur des sujets clairement plus intéressants, on arrive à une interview backstage de Mr. Perfect qui est accompagné par le champion de la WWF Ric Flair et qui s'adresse à leur challenger du soir, le Macho Man Randy Savage. Alors je vais pas m'attarder sur la promo en elle-même parce qu'elle ne raconte pas l'histoire du match, mais justement à la place je vais plutôt vous expliquer toute l'histoire de ce WrestleMania. Parce que oui, WrestleMania 8 c'est censé être deux matchs de main event. D'un côté on a celui pour le titre de champion qu'on va voir tout de suite, et d'un autre le match qui clôture la soirée entre Hulk Hogan et Sid Justice, mais du coup on est en droit de se demander pourquoi cette année Hogan n'a pas de match de championnat. Et ben en fait c'est plutôt simple. Quelques temps plus tôt, Ric Flair, qui était la star numéro 1 de la WCW, a quitté l'entreprise suite à des désaccords financiers et créatifs, et il rejoint alors la WWF à l'été 91, débarquant avec le titre de la WCW et finissant par remporter le titre WWF début 92 en remportant le Royal Rumble qui exceptionnellement était pour la ceinture. Du coup vous l'imaginez bien, avec la plus grande star de la WCW dans la même entreprise que la plus grande de la WWF, évidemment que l'idée d'un match entre Hogan et Flair est née à cette époque, d'autant que l'entreprise se met rapidement à le teaser avec notamment Hulk Hogan qui aide Ric Flair à remporter le Royal Rumble 92 après s'être lui-même fait éliminer par Sid Justice. Mais bon, à l'époque, il y a un problème principal. La WWF commence à avoir des ennuis concernant les stéroïdes, ce qui mènera à un procès très connu quelques années plus tard, et du coup, Hogan, qui est au centre de ces accusations et qui doit en plus aller tourner un film, décide de se retirer quelques temps après WrestleMania.
Malgré ça, l'idée d'un match entre Flair et Hogan est toujours dans les plans, et les deux hommes s'affrontent dans des house shows hors des caméras à plusieurs reprises, mais à l'approche de WrestleMania, tout change, et la WWF décide de lancer une rivalité entre Hogan et Sid suite aux événements du Rumble, en plus de lancer en parallèle une histoire entre Ric Flair et Randy Savage. En réalité, on n'est pas sûr des raisons qui ont amené à ce changement de plan, parce que certains disent qu'Hogan ne voulait pas perdre contre Flair malgré son congé à venir, d'autres disent que McMahon voulait attendre le WrestleMania suivant, on sait pas pourquoi, et enfin, d'autres prétendent que Vince n'a pas été convaincu par leur affrontement en house show, mais bref, quoi qu'il arrive, arrivé à WrestleMania 28, le challenger au titre de Flair c'est bien Macho Man, et en vrai, heureusement. Non, parce que ok, l'histoire elle est bien belle, mais un Hogan Flair, croyez-moi, ça n'aurait certainement pas eu la même gueule que ce match-là, parce que là, on a une vraie pépite et honnêtement, j'ai adoré. Encore une fois, je vous conseille tous d'aller voir ce match avant que j'en parle, parce que sans exagérer, jusqu'à présent dans cette série de WrestleMania, c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai pu voir, donc franchement, foncez sans hésiter. Flair fait son entrée sous une réaction assez mitigée, mais assez faible, hein, alors que le match show est ovationné, et le match part rapidement dans tous les sens avec la présence de Mr. Perfect, qui permet à Flair de prendre le dessus. Le retour de Macho Man reçoit une ovation que je ne saurais décrire, hein, et qui m'a vraiment donné la chair de poule. Et en plus, dans le match, on a quelque chose d'assez incroyable qui se produit très rarement, parce qu'à chaque tentative de tomber de Macho Man qui passe proche de 3, le public se met à huer. Alors, je saurais pas dire si c'est des sons qui ont été rajoutés ou pas, parce qu'on voit quand même que le stade n'est pas plein en réalité, mais j'ai quand même l'impression que c'est des réactions légitimes et c'est honnêtement trop cool à voir. Flair est tellement détesté par les fans et Savage est tellement adulé que c'est un vrai plaisir, d'autant que Ric Flair va se faire ouvrir le crâne à l'extérieur, chose qui, comme je l'ai dit, avait été interdit à la WWF et ça vaudra donc à Flair une petite amende au passage puisqu'il avait décidé de se l'ouvrir lui-même. Mais bon, quoi qu'il en soit, il nous régale avec sa manière de vendre toujours excellente et Macho Man passe lui aussi pour un énorme roi. Savage réussit à placer sa descente du coude en profitant de son momentum, mais Mr. Perfect intervient, ce qui ne cause pas de disqualification. Et même si en vrai on peut se dire que c'est un petit peu étonnant, je trouve ça quand même logique parce que l'arbitre ne veut pas que Savage perde aussi bêtement sa chance au titre. Mais du coup, si l'intervention de Perfect ne mène pas à une disqualification, elle mène quand même à un moment très cool. Après ça, Miss Elizabeth débarque elle aussi sous une ovation monstrueuse, et je sais qu'on peut reprocher que l'histoire de Savage est toujours liée à celle d'Elizabeth, mais au final leur histoire est tellement belle qu'on a du mal à critiquer ce genre de décision. Finalement, Flair arrive à reprendre le dessus grâce à Perfect, et il place son figure 4 dont Macho Man arrive à se dégager dans une réaction encore monstrueuse, avec en plus l'arbitre qui envoie un coup de pied dans le bras de Perfect pour l'empêcher d'intervenir, et c'est finalement grâce à un simple roll-up avec maintien du slip que Macho Man vient à bout du Nature Boy au terme d'un match de dingue, pour remporter son deuxième titre de champion de la WWF dans un moment juste historique. Alors je sais, je suis désolé de le répéter, mais pour moi ce match avait vraiment sa place en main event, et en plus c'est le match pour le titre, donc c'est totalement logique qu'il clôture la soirée. Mais bon, évidemment à l'époque, Hogan c'est Hogan, hein, donc le main event c'est pour lui, mais à part ça, ça reste un match excellent que je vous conseille, et qui se finit avec un passage à tabac de Macho Man dont il arrive finalement à se dégager, pour célébrer au centre du ring dans une scène absolument excellente. Du coup, vous vous en doutez, c'est compliqué d'enchaîner après une telle dinguerie, on a donc un match entre Tatanka et Rick Martel qui permet une fois de plus de faire descendre le public, parce qu'évidemment, ce sera jamais aussi bien que ce qu'on vient de voir. Tatanka a fait ses débuts il y a peu, et il monte petit à petit les échelons, même si on sait tous qu'il n'aura pas un futur très glorieux, il restera surtout en milieu de carte, et c'est d'ailleurs le cas ce soir, puisqu'il a un match vraiment pas très intéressant, qui est son premier à WrestleMania, et dans lequel il subit énormément avant de surprendre Rick Martel avec un splash de nulle part pour la victoire, qui n'aide pas non plus à rendre ce match plus intéressant. Bon après encore une fois c'est très logique, hein, on vient d'avoir un gros match et la WWF essaye de nous faire patienter un petit peu avant le main event, et en réalité je trouve pas non plus que c'est horrible, c'est un petit match de mid-card, Tatanka commence à être mis en avant et il bat un heel classique en la personne de Rick Martel, donc c'est pas horrible non plus. On peut donc enchaîner avec le match suivant, un nouveau match de championnat qui cette fois-ci oppose Money Inc, l'équipe de Ted DiBiase et IRS, qui défendent leur ceinture par équipe face aux Natural Disaster, Earthquake et Typhoon. Ce match ça va me permettre de parler rapidement de la construction de cette carte que je trouve franchement très cool, parce que à part pour le Ric Flair Savage qui aurait dû clôturer la soirée selon moi, je trouve que ça reste très bien agencé et on n'a pas le temps de s'ennuyer, et même s'il y a quelques matchs moins bons et que celui-là en fait partie, c'est pas non plus des matchs qui ne servent à rien et qui sont là pour remplir comme on l'a vu les années précédentes, et on sent au moins qu'il y a quand même la volonté d'enchaîner des gros matchs avec des matchs un peu plus faibles pour un petit peu calmer le public. Bon malheureusement je vous spoil, hein, à partir du Ric Flair Savage évidemment le show s'effondre un peu. Parce qu'en vrai ce match il y a au moins un petit peu d'histoire avec Jimmy Hart qui est l'ancien manager des Natural Disasters et qui a rejoint DiBiase et IRS, mais malheureusement c'est un petit peu tout ce que ce match a pour lui. Les Natural Disasters vont dominer les champions pendant la quasi-totalité du match parce qu'évidemment ils sont plus gros, plus grands et plus puissants, hein, donc c'est logique. Et du coup puisque Money Inc n'arrive pas à trouver de solution, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sortir IRS du ring alors qu'ils s'apprêtaient à subir le finish de Earthquake, et ils se cassent alors pour perdre le match par décompte à l'extérieur. Ah non c'est pas une vanne, hein, il y a quasiment 10 minutes de match, tout ça pour mener à ça. Et honnêtement pour un match de championnat, même si les champions sont heal, ça fait un petit peu chier, donc honnêtement si vous regardez le show, sautez ce match parce que ça vaut pas le coup. Et puis d'ailleurs tant que vous y êtes à sauter des matchs, vous pouvez aussi sauter le match suivant, hein, parce que c'est juste un match de 1 minute entre le Rocket et Skinner. Alors non, c'est pas ce Rocket là et c'est pas non plus ce Skinner là, parce que le Rocket en question c'est Owen Hart, et oui à l'époque il se fait surnommer The
Rocket, et il est revenu à la WWF depuis quelques temps pour d'abord s'associer avec Jim Neidhart, avant de partir en solo pour avoir un run franchement peu intéressant jusqu'en 1993. Bon, Skinner lui il a pas fait énormément de choses, il a surtout catché dans la AWA et la NWA avant de rejoindre la WWF en 91, pour finalement ne pas faire grand chose là-bas avant d'avoir un bref run aussi à la WCW et de prendre sa retraite en tant que catcheur pour former la génération future à la FCW. Mais bon allez, là l'histoire elle est plus longue que le match, qui commence d'ailleurs par Skinner qui crache un espèce de liquide marron qui a pas l'air agréable et qui a l'air d'être du chocolat. Oui voilà, je pense que c'est du chocolat. Mais bon, de toute façon le match finit en roll-up peu de temps après ça et on peut donc directement passer au main event pour parler selon moi du pire moment de cette soirée. Et oui, vous avez bien entendu, c'était cool jusqu'à présent et franchement même si on a quelques moments négatifs, je trouve qu'on passe quand même une très bonne soirée et autant on a des matchs de fou en milieu de show, autant ça permet pas au show de se terminer en apothéose puisque WrestleMania 8 finit de manière très décevante. Enfin non, en réalité vous allez voir que la toute fin du show est pas si mal que ça, mais le main event en soi, lui, il est vraiment pas bien. Comme je l'ai dit, on a le droit au fameux match entre Hogan et Sid, que en réalité pas grand monde attend, puisqu'évidemment tout le monde voulait voir Hogan contre Flair, et vous allez voir que c'est pas très glorieux. Alors en réalité j'exagère quand je dis que personne l'attend, parce que si ce soir Sid est accueilli dans le silence le plus total, ce qui est plutôt bizarre pour un adversaire de Hogan, mais en réalité c'est juste une impression, parce que l'audio a été modifié pour donner l'impression que Sid n'a aucune réaction, parce que dans l'enregistrement original, de ce que j'ai pu voir, Sid est quand même très bien accueilli. Hulk Hogan fait du coup son entrée à son tour, lui évidemment sous l'ovation des fans, et au passage vous aurez remarqué que je parle jamais des arènes chaque année jusqu'à présent parce qu'en réalité il n'y a pas grand chose à dire. Finalement la WWE ne va commencer à faire des grosses arènes qu'à partir de la fin des années 90, début 2000, et même si celle de WrestleMania 9 est plutôt cool, vous allez voir que globalement on reste sur quelque chose de minimaliste. Bref, Hulk Hogan fait son entrée et il est directement attaqué par Sid qui n'attend pas que la musique se termine, et la bagarre commence directement alors que la musique de Hogan continue encore, mais encore une fois c'est loin d'être le pire truc qui va se produire ce soir. Finalement le match va bien commencer officiellement dans le ring avec Hogan face à Sid et à partir de là, comme je l'ai dit, c'est pas glorieux. En fait c'est plutôt triste parce qu'on a l'impression qu'il se passe rien. Sid se fait envoyer à l'extérieur, il y a des épreuves de force qui durent 50 ans et des coups faibles en plus de prises lentes, et Hogan nous sort sa classique en essayant de revenir à plusieurs reprises dans le match, mais pour une fois ça ne fonctionne pas, ce qui à la limite est plutôt cool, et ce qui permet surtout à Sid de garder le contrôle du match pendant plus longtemps, mais vous l'imaginez bien, ça va pas se terminer basiquement avec Sid qui remporte la victoire avec son finish. Et attendez, parce que même si Hogan sort un énième Hulk Up et que cette fois-ci ça fonctionne, puisqu'il arrive à placer tous ses classiques pour conclure avec sa descente de la cuisse, ce match ne se conclut pas non plus par une simple victoire de Hogan comme d'habitude. En fait à ce moment-là, le manager de Sid Justice est censé entrer dans le ring pour casser le tombé et causer une disqualification, mais finalement il le fait pas, du coup c'est un petit peu bizarre. Et après ça, c'est finalement sur un simple passage à tabac de Hulk Hogan par Sid Justice et Papa Shango que prendra fin WrestleMania 8. En vrai bien sûr je rigole, le show se termine pas sur ça, ce serait absolument horrible, mais en réalité le match est vraiment nul, et même si le segment d'après-match lui est plutôt cool, je trouve que ça n'ajoute pas de la qualité au main event. Parce que oui, vous l'aurez compris, je vous offre quand même le vrai grand moment de la fin du show, puisqu'évidemment un WrestleMania ne pouvait pas finir de manière aussi décevante, et du coup une musique familière retentit, et soudain l'Ultimate Warrior effectue son tant attendu retour à la WWF après plusieurs mois d'absence dans une ovation générale, sauvant Hulk Hogan et offrant au public un moment positif pour conclure la soirée. Du coup finalement, même si ok cette fin de show là elle est plutôt cool, le main event comme je l'ai dit il est très décevant et c'est extrêmement dommage parce qu'à mon sens WrestleMania 8 partait très bien avec des matchs très cool en première partie et d'excellents matchs en milieu de show, avec évidemment en particulier le match pour le titre intercontinental et celui pour le titre WWF, mais au lieu de donner à Flair et Savage le main event, l'entreprise a préféré offrir ce privilège à Hulk Hogan pour mener au retour du Warrior qui même si elle est excellent, ne remplace pas la piètre qualité du main event. C'est ainsi que se conclut WrestleMania 8, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo et sur le show dans les commentaires, est-ce que vous l'aviez vu à l'époque ou est-ce que vous le découvrez aujourd'hui? Et tant que vous y êtes, profitez-en pour me rejoindre sur tous mes liens qui sont en description, que ce soit ma chaîne Twitch ou ma chaîne secondaire, là-bas vous allez retrouver plein d'autres contenus, que ce soit en lien avec le catch ou pas du tout. Et pour tous ceux qui veulent se régaler de boissons excellentes, qu'elles soient énergisantes ou non, n'oubliez pas mon lien affilié au lit dans la description. Et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin, et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.